Il y a 445 millions d'années, l'océan résonnait d'un silence inédit. Ce n'était pas le calme ancestral des abysses, mais l'écho affaibli d'une vie qui disparaissait. Les créatures du Cambrien, ces architectes de l'évolution, avaient bâti des écosystèmes si denses que leurs sons, cliquetis des arthropodes, battements des nageoires des opabines, formaient une mélodie sous-marine. Et voici que cette symphonie se disloquait, emportée par une vague froide venue du fond des âges. Ce furent les premières grandes extinctions, une partition arrachée par la glace. La Terre, alors, était un monde à l'envers. Le supercontine Gondwana s'étirait sur l'hémisphère sud, enveloppé dans une calotte glaciaire qui aurait fait pâlir les pôles actuels. Cette anomalie climatique, décrite par l'équipe de David Harper en 2019 dans Nature Geoscience, n'était pas l'œuvre de mystérieux astéroïdes ou de volcans déchaînés, mais d'un basculement géologique plus subtil, une séquestration brutale de dioxyde de carbone atmosphérique. Les continents, rassemblés contre l'équateur, subissaient une érosion intense. Les silicates broyés absorbaient le CO, refroidissant l'atmosphère. En moins de 500 000 ans, une clé de batterie à l'échelle terrestre, les mers perdaient 85% de leurs espèces. Les victimes n'étaient pas accidentelles. Les trilobites, ces survivants du Cambrien, s'éteignaient par vagues successives à mesure que les bancs de sable disparaissaient sous des glaces épaisses. Les éponges siliceuses, les coraux primitifs, les orthocères aux coquilles spiralées, tous dépendaient de ces environnements marins chauds et peu profonds. Leur disparition n'était pas un effondrement soudain, mais une érosion progressive, comme un violon qui perd une corde après l'autre. Les récifs, bâtis par des organismes aujourd'hui oubliés, s'effritaient, laissant derrière des déserts océaniques. Pourtant, dans cette débâcle, des récits de résilience émergeaient. Les premiers poissons agnates, ces ancêtres des vertébrés, trouvaient refuge dans les profondeurs, là où la température variait moins brutalement. Les céphalopodes nautiles, avec leurs spirales de calcium, développaient des stratégies de mobilité inédites, chassant à contre-courant des courants mortels. Ces survivants, étudiés par les paléoécologistes de l'université de Cincinnati, portaient en eux les gènes de l'adaptation, des variations génétiques accumulées lors des bloomings d'algues massifs provoqués par les variations climatiques. Mais la leçon la plus troublante résidait ailleurs. Cette extinction n'était pas l'œuvre d'un bouleversement externe, comme les impacts météoritiques du Permien ou du Crétacé, mais d'un métabolisme terrestre bien rodé. La biosphère, en absorbant du CO, avait déclenché elle-même son propre refroidissement, comme un organisme qui s'empoisonne par ses propres déchets. Certains géochimistes, dont Paul Wignall de l'université de Leeds, suggèrent aujourd'hui que ce paradoxe pourrait éclairer notre crise actuelle. L'Anthropocène, peut-être, n'est pas une cassure mais l'expression exacerbée d'un mécanisme profond, cette capacité de la vie à modifier son environnement jusqu'à l'insoutenabilité. Au fond des sédiments de l'Ohio, les fossiles des strophoménides, ces brachiopodes aux dos striés, sont encore empilés en strates discontinues, témoins de ces périodes de glace suivies de dégel. Leur disparition marque une bifurcation que nous traversons peut-être à nouveau, celle où l'air se raréfie pour certains, tandis que d'autres apprennent à nager dans le vide. Que reste-t-il, alors, de nos propres Cambriens? Est-ce dans la résilience des microbes extrémophiles ou dans la plasticité des génomes que se cache l'espoir d'un renouveau? La réponse se cache peut-être dans l'ADN des coraux modernes, ces architectes des récifs qui, comme leurs ancêtres du Paléozoïque, tentent encore de construire sous des eaux qui changent. Au fond des mers du Dévonien, dans les profondeurs où la lumière blanchâtre peine à percer les eaux épaisses, une transformation imperceptible s'amorçait. Les courants océaniques, autrefois vigoureux, ralentissaient leur danse millénaire, comme retenus par une main invisible. La chimie des eaux changeait, lentement, inexorablement. L'oxygène, ce donneur de vie, se diluait, remplacé par une soupe de sulfure et de métaux lourds toxiques. Ce n'étaient pas les tremblements de la Terre ni les chutes de météorites qui annonçaient la catastrophe, mais une déviation subtile des cycles biogéochimiques, un déséquilibre microbien à l'échelle planétaire.
Les premiers signes s'inscrivaient dans le silence des récifs. Là où, depuis 30 millions d'années, des forêts verdoyantes de coraux rugueux érigeaient des cathédrales calcaires, les éponges et les algues prenaient le pouvoir. Les trilobites, ces survivantes ancestrales, erraient en cercles désordonnés, aveugles à l'abîme qui approchait. Le phytoplancton, nourri par un excès de nutriments provenant de l'érosion continentale, peut être exacerbé par l'expansion des végétaux vasculaires sur les terres émergées, explosait en blooms monstrueux. Quand ces organismes mouraient, leur décomposition aspirait l'oxygène résiduel, créant un vide respiratoire qui s'étendait comme une tache d'encre. Les modèles de Clara Reinhardt et Licimpe, publiés en Nature Géosciences en 2017, décrivent comment cette anoxie progressive a envahi 70% des fonds marins, étouffant méthodiquement les réseaux trophiques complexes. Aucun cri ne traversait ces abysses. Les poissons en manque d'oxygène remontaient en soubresauts désordonnés, leurs branchies brûlées par l'hydrogène sulfuré. Le sol océanique, recouvert de dépôts noirs riches en pyrite, conservait la trace de cette asphyxie silencieuse. Les isotopes du soufre, analysés dans les schistes de la chaîne des Anti-Atlas, portent encore les empreintes de ce basculement, des valeurs anormalement négatives, révélatrices d'un océan où des bactéries sulfato-réductrices avaient remplacé les prédateurs. Entre 370 et 360 millions d'années, ce n'était pas une extinction brutale, mais une agonie lente, étalée sur 10 000 générations humaines, où la vie marine perdait sa capacité d'innovation. Et pourtant, dans cette mort programmée, des stratégies d'évitement émerçaient. Certains brachiopodes, comme les Productida, développaient des coquilles plus épaisses pour résister aux variations de pH. Des poissons lobés, précurseurs des tétrapodes, osaient explorer les zones côtières où l'oxygénation était temporairement préservée. Ces adaptations, minuscules victoires dans l'effondrement, rappellent les mécanismes de survie observés aujourd'hui chez les crabes du golfe du Mexique capables de tolérer des eaux anoxiques grâce à des gènes ancestraux réactivés. La continuité de la vie, même dans les pires scénarios, s'écrit toujours dans les interstices des systèmes effondrés. Mais pourquoi ces crises récurrentes de l'océan, ce poumon archaïque de la biosphère? Les sédiments du Dévonien supérieur suggèrent que l'anoxie n'était qu'un acteur parmi d'autres, volcanisme massif au Panthalassa, formation de supercontinents isolant les bassins marins, variations orbitales exacerbant l'aridité terrestre. Comme les échos d'une même mélodie fatale, ces facteurs s'entrelaçaient, rendant la crise imprévisible dans ses détails, mais inéluctable dans son intensité. Dans les laboratoires de l'Université d'État d'Arizona, des simulations couplent aujourd'hui ces mécanismes anciens aux tendances actuelles. Pourrait-on, à l'ère de l'Anthropocène, revivre une asphyxie marine à l'échelle des siècles plutôt que des millions d'années? La question flotte, fragile et brûlante, au-dessus des échantillons de coraux dont les gènes portent encore la mémoire de l'adaptation. Au fond de l'eau noire, que reste-t-il de ces mondes engloutis? Des minéraux enregistrant des étés sans vent, des fossiles tordus par l'absence d'air, un sédiment figé dans l'attente d'une nouvelle ère de respiration. Et peut-être aussi un avertissement silencieux. L'océan n'oublie pas ce qui l'étouffe. Il se transforme, il se venge, il s'adapte, sans jamais demander pardon. Des millénaires après que le silence marin eut avalé les premiers signes de détresse, une autre voix s'éleva, plus grave, plus lourde, écho de profondeur terrestre plutôt que céleste. Les fonds océaniques, naguère théâtre de disparitions silencieuses, se virent recouverts par une marée venue non de l'eau, mais du ventre de la terre. La croûte terrestre, fracturée en de multiples fissures à l'emplacement actuel de la Sibérie, libéra pendant près de 60 000 ans une lave si abondante qu'elle aurait suffi à recouvrir la surface entière de la France jusqu'à la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Ces coulées, alimentées par un point chaud remontant depuis le noyau terrestre, formaient le plus vaste piège à carbone que la planète ait jamais connu. Les trappes sibériens, du mot suédois trappa signifiant « marche », comme si la Terre elle-même gravissait une montée sans retour. Les données scientifiques, précises comme des aiguilles de clinomètre, révèlent aujourd'hui l'ampleur du désastre.
Les échantillons de roches volcaniques analysés par l'équipe de Paul Wignall à l'université de Leeds montrent que chaque coulée libérait des quantités hallucinantes de dioxyde de carbone et de méthane piégés dans le pergélisol sibérien. La température moyenne globale grimpa de 5 degrés Celsius en quelques milliers d'années, un éclair cosmique à l'échelle géologique. L'océan, saturé de ces gaz à effet de serre, réagit comme un organisme en crise. Ses courants thermohalins ralentirent, bloquant la circulation vitale de l'oxygène. Les sédiments du Permien supérieur, étudiés dans les carottes du bassin de Karo en Afrique du Sud, révèlent alors une bande d'oxygène quasi nulle s'étirant sur 80% des fonds marins. Les créatures qui avaient survécu aux extinctions précédentes, trilobites, brachiopodes, coraux primitifs, furent cette fois privées non seulement d'habitat, mais de souffle même. Mais le pire ne résidait pas seulement dans la chaleur ou l'asphyxie. Les laves, en se frayant un chemin à travers des bassins sédimentaires riches en charbon et en sel, déclenchèrent des réactions chimiques en chaîne. Les modèles climatiques 3D développés par l'Institut de physique du globe de Paris montrent que ces interactions libérèrent des pluies acides capables de dissoudre les coquilles calciques des mollusques, tandis que les océans devenaient des soupes mortelles d'hydrogène sulfuré, ce gaz toxique qui exhale l'odeur des œufs pourris. Les fossiles de cette période portent les stigmates de ces cauchemars chimiques. Valves tordues, squelettes fracturés, traces de corrosion sur les exosquelettes. Même les terres émergées ne furent pas épargnées. Les forêts de fougues géantes, piliers des écosystèmes terrestres depuis 100 millions d'années, disparurent presque entièrement, remplacés par des déserts de silice où les rares survivants portaient des marques d'insolation massive. Ce cataclysme, souvent appelé la Grande Mort, ne tua pas seulement les espèces, il réécrivit les règles du vivant. Les études génomiques comparatives menées en 2019 par l'équipe de Michael Banton montrent que la biodiversité mit 10 millions d'années à retrouver un dixième de sa complexité précédente. Les lignées qui émergèrent ensuite portaient en elles des traces épigénétiques de cette épreuve. Des mécanismes de résistance accrus au CO, des cycles de reproduction accélérés, une capacité à survivre dans des eaux anoxiques. Mais ces adaptations, fruits d'une sélection darwinienne extrême, n'étaient pas des victoires, simplement des compromis entre la vie et l'inéluctable. Peut-être y a-t-il, dans cette histoire, une leçon que nous préférons ignorer. Aujourd'hui, nos cheminées industrielles et nos centrales au charbon injectent du CO dans l'atmosphère à une vitesse comparable à celle des trappes sibériens, mais en quelques siècles plutôt qu'en millénaires. Les océans acidifiés ressemblent déjà, dans leur profondeur, à ces mers mortes du Permien. Un parallèle que les climatologues comme James Hansen n'osent prononcer qu'à voix basse, comme on murmure un présage funeste. Et si l'on se tenait là, au bord d'une 6e extinction, à contempler un miroir inversé de cette ère maudite, que resterait-il, après le passage du déluge, de nos empires éphémères et de nos prétentions à dominer la nature? Peut-être simplement cette certitude, inscrite dans la pierre et le silence. La Terre oublie les civilisations, mais jamais les lois de la physique. La montagne de basalte fume encore, mais ses larmes ne sont plus rouges. Il y a 201 millions d'années, une fissure longue de 10 000 kilomètres sillonne la future Atlantique, déversant des vagues de lave qui étoufferont pendant 600 000 ans. Ce n'est pas l'effondrement brutal du monde, mais l'épuisement méthodique d'un équilibre. Les premiers dinosaures, ces petits bipèdes graciles qui osent à peine défier la voûte des fougues arborescentes, sentent déjà l'air se charger de remugles métalliques. Les vents portent ces odeurs de soufre et de roches brûlées, mais surtout une invisible sentinelle, le dioxyde de carbone. Les mesures des paléoatmosphères, tirées des bulles figées dans les sédiments du lac Saint-Jean et des carottes de silex océanique, racontent une montée inexorable. En moins de 1000 ans, une clé de temps humaine, la concentration de CO triple. Les pluies acides lacèrent les forêts, les sols s'érodent, les fleuves charrient des boues toxiques vers des mers déjà mortes. Les récifs coralliens de l'époque n'ont pas connu de disparition soudaine, note Jessica Whiteside en 2018, analysant les strates marines du Groenland. Ils se sont simplement éteints en silence, un polype après l'autre, comme des étoiles s'éteignant dans un ciel pollué.
Tu marches dans cette steppe étiolée où les écailles du sol ressemblent à des cicatrices. Les rares arbres, ces conifères bosselés qui survivent, portent des aiguilles épaissies par la sécheresse, comme des poumons durcis par l'asthme. Les premiers mammifères, ces minuscules insectivores nocturnes tapissés dans les anfractuosités, échappent par leur frugalité. Les grands reptiles prédateurs, trop spécialisés, s'évanouissent. Et pourtant, parmi les survivants, les dinosaures, mais non, ne t'y trompe pas. Ceux-là ne sont pas les géants futurs, juste des ombres graciles qui courent entre les troncs calcinés. Leur réussite ultérieure sera accidentelle, fruit du chaos. Les sédiments du Connecticut témoignent de ce lent basculement, des empreintes de pas s'effacent, remplacées par des traces fossiles de pattes palmées, comme si la Terre elle-même apprenait à traîner. En 2022, l'analyse du magnétisme des basaltes par l'équipe de Denny Kent confirmait l'alignement infernal. Ces coulées coïncidant avec une inversion du champ magnétique terrestre qui, en affaiblissant l'atmosphère, laissa les ultraviolets stériliser les zones humides. Les amphibiens, ces citoyens des eaux douces, furent les premiers à s'éteindre. Et toi, au milieu de cette agonie étalée sur 120 siècles, que ressens-tu? La peur des fins brutales, peut-être, mais ici règne l'insidieux. Ce n'est pas une météorite, c'est l'accumulation des gestes répétés. Les volcans qui persistent, les cendres qui s'entassent, les nuits de plus en plus lourdes de chaleur emprisonnée. Les océans, saturés de CO, deviennent des miroirs morts où plus aucun être calcaire ne se construit. Tu pourrais croire cette extinction silencieuse, mais écoute, derrière l'effondrement des écosystèmes, n'y a-t-il pas un grondement continu, le râle d'une planète qui peine à respirer? Quand les derniers héritiers du Trias s'éteindront-ils? Un archosaurien blessé, son souffle rauque dans l'air empoisonné, peut-être. Ou bien un conifère dont les graines ne trouvent plus de sol fertile. Les données de l'UCL révèlent qu'à ce rythme, moins de 40% des espèces franchiront la ligne. Mais parmi les cendres, des silhouettes émergeront, les dinosaures, bien sûr, mais aussi ces petits reptiles marins dont les nageoires pâlissent sous la lune. Te demande-t-on parfois si la Terre oublie ses enfants rebelles? Ici, dans les plis de ce grès rougeâtre, elle se souvient d'une leçon amère. Les empires de la biomasse dominante ne survivent jamais à l'acidification de l'air. Nos centrales et nos routes, à leur manière, prolongent cet automne interminable. Et si un être futur tenait à chronique, écrirait-il nos strates avec le même détachement, comme des stigmates d'une espèce qui crut dominer mais ne fit qu'accumuler des gaz? L'atmosphère explose en un souffle surpressuré, une onde de choc qui aplatit les forêts comme des brins d'herbe, tandis qu'une lumière blanche, si intense qu'elle semble incarner la rage du soleil lui-même, déchire l'horizon. C'est un matin ordinaire pour ce coin du Mexique il y a 66 millions d'années. Jusqu'à cet éclat soudain, une étoile filante inversée, vomie par le cosmos, percutant la Terre à 70 000 km/h. L'énergie dégagée est 1000 fois supérieure à tous les explosifs nucléaires jamais conçus. La roche s'évapore en un nuage de vapeur incandescente, projetant des fragments en fusion dans un ciel assombri avant même que le sol ait eu le temps de trembler. Dans les minutes qui suivent, une pluie de sphaéroïdes vitreux, ces gouttes de minéraux fondus redevenus solides en plein vol, criblent le continent, enflamment les canopées. Les rivières s'évaporent, les océans se soulèvent en vagues géantes. Mais l'apocalypse véritable n'est pas dans la violence initiale, c'est l'obscurité qui vient. Les particules soulevées, un mélange de poussière de silice et de sulfate marin vaporisé, forment un voile opaque qui étouffe la lumière pendant des décennies. La photosynthèse vacille. Les plantes meurent en silence, emportant derrière elles les chaînes alimentaires. Et là, au cœur de ce crépuscule éternel, les tyrannosaures et les ptérosaures ne luttent plus contre des prédateurs ou des sécheresses, mais contre un ennemi intouchable, l'absence de temps. Les preuves de cette fin-là sont tatouées dans la pierre. Une couche mince, riche en iridium, cet élément rare à la surface terrestre, mais courant dans les astéroïdes, sépare les calcaires du Crétacé des sédiments troubles du Paléocène. Cette limite KPG, identifiée dans plus de 500 sites mondiaux,
contient aussi des quartz déformés par une pression extrême, des cendres volcaniques froides et parfois des fragments d'os fossilisés en position de fuite. Les travaux de l'équipe de Walter Alvarez en 1980 ont déclenché des débats acharnés, mais aujourd'hui, les données sont sans ambiguïté. Le cratère de Chicxulub, large 180 km, daté précisément de cette époque, est la cicatrice de l'impact. Pourtant, même dans ce chaos, la vie n'est pas tombée en silence. Les amphibiens, protégés dans les limons des rivières, ont survécu. Les petits mammifères, tapis dans des terriers, ont attendu la fin des cendres. Et les plantes à graines, plus résilientes que leurs cousines ligneuses, ont reconquis les terres stériles. Ce n'est pas la force qui a triomphé, mais l'adaptabilité, cette qualité si souvent méprisée par les géants. Nous creusons aujourd'hui des fossiles dans les parois du cratère, comme si exhumer ces strates pouvait nous rapprocher de l'énigme de la fragilité. Le JWST nous montre des galaxies en collision où des étoiles expulsent des nuages de poussière, rappelant ce voile qui jadis étouffa les dinosaures. Et nos algorithmes, nourris des données du CERN, modélisent les interactions entre aérosols et rayonnement, cherchant à comprendre comment un événement cosmique peut figer un monde en quelques semaines. Mais si tu regardes autour de toi, dans ton propre temps, que vois-tu? Un ciel voilé de polluants, certes moins dense, mais persistant. Des océans saturés de CO, un réchauffement diffus mais inexorable. Pas d'étoiles filantes, juste la lente accumulation de nos choix. Et tu te demandes, en touchant cette couche d'iridium dans une carotte de forage, si un être futur, penché sur ses microscopes, verra en nous autre chose qu'un événement géologique éphémère, un soubresaut de plus entre deux ères silencieuses. Le temps n'avance pas en ligne droite, mais en spirale, comme ces coquillages fossilisés qui s'enroulent sur eux-mêmes en répétant toujours la même forme, modifiée par chaque tour. Depuis que les premiers paléontologistes ont comparé les fossiles des calcaires jurassiques à ceux des schistes siluriens, une étrange régularité s'est fait jour. Cette idée qu'une horloge cosmique, invisible et inexorable, rythmerait les catastrophes. En 1984, David Rowe et John Sepkoski publiaient dans Science une étude qui fit trembler les universités. Parmi les vagues d'extinction qui ont balayé la vie depuis un demi-milliard d'années, certaines semblaient séparées par des intervalles de 26 à 30 millions d'années. 30 millions. À l'échelle terrestre, une éternité. À l'échelle des étoiles, un battement de paupières. Mais les pendules cosmiques ont de drôles d'heures. Certains chercheurs, comme Medvedev et Ruderman dans les années 2010, ont pointé du doigt les marées gravitationnelles de notre galaxie, ces forces subtiles qui, en agitant le nuage d'Oort, pourraient déclencher des averses cométaires périodiques. D'autres, comme Smith et M. Ségorand en 2015, ont rappelé que les cycles terrestres eux-mêmes ont leur musique secrète. Les mouvements des continents, les éruptions supervolcaniques, les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Comment démêler les accords lorsque la vie joue sur plusieurs partitions à la fois? Même les données les plus récentes, celles du satellite Gaïa qui cartographie les passés stellaires, ne donnent pas de réponse univoque. Les débats s'éternisent, comme si la Terre elle-même se refusait à révéler si ces meurtres de masse sont orchestrés par des forces venues du ciel ou par ses propres convulsions internes. Pourtant, une vérité plus profonde émergera peut-être un jour du chaos des archives rocheuses. Chaque extinction, qu'elle soit périodique ou accidentelle, semble ouvrir une fenêtre inédite pour la vie. Après le Permien, les survivants, à peine 5% des espèces marines, ont eu droit à un monde vierge, un laboratoire sans concurrent. Ce sont ces brèches que les dinosaures ont exploitées, puis les mammifères, puis nous. La sélection naturelle n'agit pas seulement sur les traits individuels, mais aussi sur l'échelle des mondes. En 2022, une étude de l'équipe de Paul Renn au Berkeley Geochronology Center a montré comment les extinctions massives redistribuent les cartes de l'évolution, éliminant aléatoirement des régimes biologiques entiers, comme si la vie testait, après chaque tempête, des architectures complètement nouvelles. Certains physiciens avancent même une hypothèse déroutante, que ces vagues d'effacement ne sont pas des erreurs dans le système, mais un mécanisme fondamental pour permettre l'émergence de formes de vie de plus en plus complexes.
Une autocorrélation cosmique où la mort massive devient source de renouveau. Mais peut-être projetons-nous nos propres mythologies sur ce métronome. Les données les plus fiables indiquent que nous sommes désormais dans une 6e extinction, cette fois d'origine humaine. Les calculs de l'IPBES montrent que les taux d'extinction actuels dépassent de 100 à 1000 fois les rythmes de fond observés dans les sédiments. Et tu te demandes, en contemplant les archives du Crétacé inférieur, si cette fois le battement s'accélère, ou si, pour la première fois, un acteur conscient s'inscrit dans la partition rythmique, non comme instrument mais comme chef d'orchestre. La question brûle. Les cycles oubliés de la vie continueront-ils leur œuvre de fournaise sélective, ou notre espèce parviendra-t-elle à rompre le métronome, à devenir le premier observateur capable de modifier le tempo même de l'histoire évolutive? La mer dépose ses archives grain par grain, et parfois, ces sédiments emprisonnent des fragments de plastique bleu, des fibres synthétiques incrustées entre les coquilles broyées. Ces matériaux, inconnus de toute histoire naturelle avant le XXe siècle, pourraient former, dans des millénaires, une couche géologique aussi précise qu'un bulletin d'alarme. Comme les cendres volcaniques du Permien ou les sédiments enrichis en iridium de l'impact de Chicxulub, ce sera notre signature, non pas un cataclysme soudain, mais une lente asphyxie, invisible et diffuse, tissée de molécules que la vie n'avait jamais rencontrées. Les géologues du futur, s'ils existent, retrouveront notre empreinte dans des détails qui nous échappent. Les microplastiques incrustés dans les coraux morts, les acides gras impossibles à dégrader, les isotopes de l'azote trahissant l'excès d'engrais, autant de fissures dans la trame des cycles biogéochimiques. Comme le carbone 12 surabondant dans les couches du Permien, prélevé par des organismes agonisants avant leur disparition, nos océans actuels accumulent des signatures chimiques que les modèles du IPCC déchiffrent déjà. pH en chute libre, oxygène en déclin, température effaçant les nids écologiques une à une. Pourtant, la singularité de cette crise réside dans son origine consciente. Les grandes extinctions s'écrivaient dans l'ignorance. Un volcanisme massif, un astéroïde dévié par gravité, un basculement orbital. Mais aujourd'hui, les mécanismes sont dévoilés, cartographiés, prédits. L'équipe de Zalasiewicz, en 2020, a montré comment les sédiments des tranchées marines profondes enregistrent déjà les perturbations anthropiques avec une netteté inédite. Nos navires draguent les fonds, nos filets broient les écosystèmes, nos émissions modifient l'atmosphère à vitesse exponentielle. Et cela se fait alors même que les biologistes documentent, en temps réel, le déclin des amphibies, des insectes, des récifs, une extinction en direct, filmée par des satellites qui surveillent aussi les feux de forêt et la fonte des glaces. Il y a une ironie tragique à ce que notre conscience, seule capable de comprendre ces processus, soit aussi leur principal moteur. Jadis, les êtres vivants modifiaient la Terre par inadvertance. Les cyanobactéries du Précambrien oxygénant un monde anoxique, les forêts du Carbonifère pompant le CO2 jusqu'à figer le climat en un hiver sans fin. Aujourd'hui, les machines creusent les mines, les réseaux électriques dévorent les fleuves, les villes s'étendent sans retenue. Et tout cela, contrairement aux marées rouges d'il y a 66 millions d'années, pourrait être interrompu. Il suffirait de lever le pied, de ralentir, de décider. Mais quelle est la force d'une espèce qui perçoit clairement les conséquences de ses actes et persiste? Les données de l'International Commission en Stratigraphie, en étudiant l'Anthropocène, révèlent un paradoxe. Jamais l'empreinte humaine n'a été si dense, jamais elle n'a été si instable. Nos cendres nucléaires, nos métaux lourds, nos polymères synthétiques, autant de traces qui brilleront dans les roches futures, mais qui, peut-être, ne dureront pas. Comme les empreintes de pas du Trias émises par des pattes encore neuves, nos inventions pourraient disparaître sans laisser de descendance. Quel message laisserons-nous dans cette strate fragile, entre le mythe et la prévision? Un versant de montagne éventré pour extraire du lithium, un récif réduit à une couche stérile de carbonate, un océan dont les courants ont perdu leur rythme, ou bien quelque chose de plus subtil, de plus lent, un retour au chaos des débuts, où les règles n'existaient pas encore, où les premières cellules apprenaient à flotter dans le hasard des molécules.
Peut-être la vraie question n'est-elle pas de savoir si nous sommes le 6e cataclysme, mais si nous accepterons d'être, enfin, un début. L'air que tu inspires cette nuit contient des molécules expirées par des êtres disparus, des atomes de carbone qui voyageaient autrefois dans des feuilles préhistoriques, des gouttes d'eau qui ont traversé des tempêtes oubliées. Et peut-être, dans ces mêmes molécules, un soupçon de cette crise, une trace imperceptible, comme un souffle retenu trop longtemps, qui décidera si le prochain chapitre sera écrit par des survivants ou par le silence. La surface de la roche s'offre à ta paume comme une peau pétrifiée, rugueuse et froide. Ce calcaire du Permien, extrait des flancs de l'Oural, porte en ses strates l'empreinte de milliers de coquillages, de coraux, de vertébrés dont les squelettes se sont allongés en lignes brisées. Leur absence, aujourd'hui, est plus éloquente que leur présence. Autour de cette fine couche grise, les dépôts sédimentaires racontent un basculement. Avant, des récifs foisonnants. Après, un désert minéral étalé sur des millions d'années. Cette limite, tracée par l'équipe de Paul Rennes en 2018 à l'aide de datations au zircon, marque la pire crise biologique de l'histoire terrestre, lorsque 96% des espèces marines s'éteignirent, il y a 252 millions d'années. Les volcans de Sibérie, en injectant des milliards de tonnes de dioxyde de carbone, avaient acidifié les océans, étouffant la vie dans un lent empoisonnement. Sous la loupe, un fragment de grès révèle autre chose. Des sillons microscopiques, vestiges de vers annélides qui creusaient la vase. Ces êtres fragiles, sans squelette, ont survécu. Leur persistance murmure une vérité inconfortable. Les fossiles ne sont pas seulement des cadavres minéralisés. Ce sont des miroirs qui reflètent les forces obscures façonnant l'avenir. Quand les paléoécologistes de l'université de Bristol modélisent aujourd'hui les réseaux trophiques effondrés, ils découvrent que les espèces généralistes, celles capables d'ingérer n'importe quel aliment, comme ces vers, ont toujours un avantage décisif. La science établit cela avec certitude. Dans les extinctions passées, la diversité des niches écologiques s'est effilochée avant de disparaître, laissant place à un monde plus simple, plus pauvre, mais aussi plus résistant à la tourmente. Pourtant, certains détails résistent à l'analyse. Ces traces de pollen trouvées en Antarctique, étudiées en 2021 par l'équipe de Sophie Warny, révèlent que certaines plantes ont persisté localement bien après le krach global du Crétacé. Comment expliquer cette résilience locale? L'hypothèse des « oasis de survie » gagne en crédibilité. Des micro-habitats protégés auraient permis à de rares organismes de franchir la barrière de la crise. Un espoir minéral, mais tangible. Aujourd'hui, les biologistes de la Banque mondiale des semences tentent d'imiter ces refuges préhistoriques, enfermant des graines dans le pergélisol norvégien. L'analogie n'est ni poétique ni gratuite. Les mécanismes de survie sont les mêmes, traversant les éons. Regarde encore cette pyrite qui brille dans le schiste. Formée par des bactéries dévorant la matière morte, elle témoigne d'un monde asphyxié, où les océans stagnaient, chargés de sulfure. Les données océanographiques contemporaines montrent que les zones anoxiques s'étendent de nouveau. Un tiers des puits de désoxygénation modernes croissent à une vitesse inédite. Le phénomène, observé par les satellites de l'ESA, n'est pas une simple coïncidence. Il réplique, à l'échelle humaine, les processus qui ont précédé les grandes extinctions. Les phytoplanctons souffrent, la chaîne alimentaire marine vacille. Pourtant, des algues toxiques prolifèrent, comme ces noctilucas scintillants qui teintent les côtes indiennes en vert phosphorescent. La vie s'adapte-t-elle ou s'effondre-t-elle en dansant? La question reste suspendue entre l'espoir réticent et la terreur géologique. Dans les archives abyssales, le temps se replie. Ce fragment de graptolite, ce corail solitaire, ces lamines de charbon compressé, chacun est un témoin qui s'adresse à nous dans un langage de poussière et de pression. Les paléoanthropologues savent qu'à l'heure actuelle, le taux d'extinction des vertébrés dépasse les estimations de 10 à 100 fois, selon les calculs de l'UICN. Mais ils savent aussi autre chose, de plus trouble. Les fossiles du futur, enfouis sous les déchets nucléaires et les microplastiques, porteront peut-être l'empreinte de nos choix. Quel sera notre sédiment?
Une couche enrichie en iridium, comme celle qui marque la fin des dinosaures? Ou bien quelque chose d'inédit, dont nos descendants, s'ils existent, tenteront de déchiffrer le sens, en se demandant s'il s'agit d'un adieu ou d'un seuil franchi. Le calcaire ne ment pas. Ce que nous écrivons maintenant, nos corps, nos machines, nos rêves, se transformera en pierre bien avant que quiconque ne lise le message. Des racines fines comme des aiguilles percent le sol stérile. C'est 252 millions d'années plus tôt, juste après la grande mort du Permien. Aucun arbre ne domine encore ces plaines balayées par un vent chargé de CO, mais des fougères émergent, leurs fronts tremblant sous les rayons d'un soleil enfin libre des poussières volcaniques. À cette époque, la vie ne renaît pas en majesté mais en urgence. Des bactéries décomposent les cadavres fossilisés, des coraux solitaires tissent des récifs minuscules, des amphibiens boiteux traquent les derniers trilobites agonisants. Chaque brin d'herbe, s'il existait, serait un miracle statistique, tant les probabilités jouaient contre. Et pourtant, les données de la Smithsonian Institution montrent que cette lente reconstruction a duré 10 fois plus longtemps que l'effondrement lui-même, forgeant des écosystèmes plus résilients par paliers successifs. Tu marches aujourd'hui à travers une forêt d'apparence éternelle, mais les lichens sur les rochers portent encore les gènes de ces colons précoces. Les mycorhizes sous tes pieds, réseau silencieux reliant racines et souvenirs, fonctionnent comme au tria, un échange minéral-énergie qui n'a jamais cessé d'être perfectionné. Les études de l'équipe de la biologiste Anne Pringle à Princeton révèlent même que certaines associations symbiotiques, nées dans les cendres des extinctions, résistent aujourd'hui aux invasions de pesticides et aux sécheresses extrêmes. Survivre, c'est apprendre à tisser des liens, des centaines de millions d'années d'expérience condensées en molécules de chitine et d'acide nucléique. Pourtant, le fragile héritage des survivants est aussi un piège évolutif. Quand les mers se réoxygénèrent après le Toarcien, il y a 183 millions d'années, les ammonites pullulent, mais leurs coquilles en spirale restent prisonnières d'un plan ancestral, incapables d'innover vraiment. De même, les mammifères du Paléocène, bien que triomphants, passent 40 millions d'années coincés dans des rôles de petits insectivores, relégués jusqu'à l'extinction des dinosaures. Comme le souligne le paléoanthropologue Richard Potts dans Science, l'adaptation post-catastrophe n'est pas un bond en avant, mais une danse avec le chaos, où les formes optimales d'hier deviennent des fardeaux. Regarde ton propre corps. Tes cellules contiennent des mitochondries, des vestiges d'anciennes bactéries qui, il y a 2 milliards d'années, ont choisi la symbiose plutôt que la compétition. Tes yeux, tes reins, tes battements cardiaques rythmés par des horloges moléculaires, autant de bribes de stratégie venues de crises oubliées. Même l'ADN non codant, longtemps considéré comme « poubelle génétique », révèle selon les travaux de l'Institut Salk un réservoir de séquences prêtes à être réactivé en cas de stress extrême, des manuels de secours écrits par des ancêtres qui ont tout perdu, sauf l'espoir. Mais que reste-t-il à sauver quand la catastrophe vient de l'intérieur du système? Le biologiste James Lovelock, avant de quitter notre temps, avait comparé la Terre à un patient grièvement brûlé. Les antibiotiques, nos technologies vertes, ne suffiront pas si l'on ne stoppe pas l'incendie. Dans les récifs coralliens décolorés, les chercheurs de l'Université de Sydney identifient des réfugiés biologiques, des zones où la température locale reste compatible avec la vie, grâce à des courants marins préexistants. Ces points nodaux, analogues aux oasis du Crétacé supérieur, pourraient-ils jouer le même rôle de sauvegarde que les grottes lors de l'impact de Chicxulub? Au crépuscule de cette section, imagine un instant les générations futures, leurs mains effleurant un sol qui fut jadis notre présent, cherchant parmi les microplastiques et les nanoparticules les traces d'un choix possible, le nôtre. Quel message nos ossements laisseront-ils dans les strates, à côté des souches de pétrole et des sédiments d'oubli? Peut-être simplement ceci, que la vie, même brisée, continue à réparer ses réseaux, à condition qu'une porte reste entr'ouverte. Et cette porte, c'est toi qui la franchis chaque matin. Dans les archives silencieuses des roches, chaque extinction résonne comme une pause dans une partition cosmique, un silence qui n'est pas absence mais tension avant l'harmonie. Tu tiens entre tes mains la chronique fossile des 5 grandes crises. Ces moments où le vivant parut se replier,
où les récifs coralliens s'effondrèrent, où les spores dominèrent les sédiments comme une neige de fin du monde. Mais relis ces pages brûlées. Sous l'impact de Chicxulub, il y a 66 millions d'années, les cendres ont voilé le soleil et les dinosaures disparurent. Et pourtant, parmi les mammifères survivants, se dressa un arbre généalogique dont une branche donnerait un jour tes mains, ces mains qui tournent ces pages. L'équipe de Luis Alvarez, dans les années 1980, découvrit cette fine couche d'iridium qui scelle le Crétacé au Paléocène, une ligne de phosphorescence qui traverse les continents. Ce n'était pas la première fois que la Terre coupait un chapitre pour en commencer un autre. Dans les schistes bitumineux de Meichamp, les fossiles de foraminifères racontent comment, après l'extinction permienne, les océans demeurèrent stériles durant 5 millions d'années. Puis, parmi les rares survivants, les cyanobactéries tissèrent des biofilms, préfigurant des écosystèmes futurs. La biologie, à l'image de ce qui advint il y a 252 millions d'années, ne désespère jamais. Même dans les sols radioactifs de Tchernobyl, des champignons pigmentés exploitent les rayons gamma comme source d'énergie, un exploit que l'équipe de Ekaterina Dadashova a documenté en 2007. Aujourd'hui, notre espèce inscrit une 6e crise dans la pierre. Des corridors migratoires brisés, des récifs blanchis, des nids vidés de leurs champs. Mais ce silence, tu le sais, n'est pas une fatalité. Il porte le même germe que les cendres du Crétacé ou les boues toxiques du Permien. En Amazonie, où les arbres tombent sous les flammes, les scientifiques de l'Institut national de recherche spatiale observent que les semences dispersées par les oiseaux migrateurs dessinent des îlots de régénérescence, des points d'ancrage pour une forêt renaissante. Le vivant ne se contente pas de survivre, il tisse, avec une patience minérale, les ponts de demain. Alors, lorsque tu marches dans ces paysages hantés par l'absence, souviens-toi que chaque pas est un acte de traduction. Le silence n'est qu'un état transitoire, un souffle retenu avant l'embryon d'un nouveau motif. Comme les chercheurs de la revue Science le montrent en suivant les migrations des saumons retrouvant leurs rivières après la suppression des barrages, le temps de la réparation existe. Il suffit que les germes trouvent un sillon, que les réseaux trophiques retrouvent un maillon, que les gènes portent mémoire des formes possibles. Le jour se lève sur une prairie où les grillons n'ont pas encore stridulé. Le sol, meuble, garde l'empreinte fraîche des pattes d'un renard. Un seul arbre, jeune, se dresse parmi les herbes hautes, peut-être semé par un oiseau voyageur. Quelque part, dans les profondeurs des racines, des mycorhizes tissent leur conversation. Quelque part, dans le ciel, un vol s'organise. Attendras-tu l'aube suivante pour écouter ce qui, là, commence à naître ?